Pour ça, parler bien français. Non, je pas. On n'a pas de micro. Si, Ok. celui du. C'est bon, du verre de maître. c'est bon. Voilà, c'est bon. Du coup, on appuie là, c'est ça? Non, non, tout est. Le micro marche. Oui, Ah, oui, le tout le micro monde nous marche. entend. Ah, ok, bon, bonjour. Eh bien, très bien, on peut y aller. C'est bon, elle a démarré. Bonjour à tous, merci d'être en ligne pour cette webconférence qui s'adresse aux PME de 300 salariés et moins qui n'ont pas encore mis en place leur CSE. Alors n'hésitez pas en même temps que nous nous présentons à vous présenter sur le chat. Je suis Maroussia Kravec, chargée de mission à l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail qui fait partie du réseau ANACT-ARACT. L'agence nationale existe depuis 40 ans et notre réseau a pour vocation d'améliorer les conditions de travail des salariés en agissant principalement sur l'organisation du travail et sur les relations professionnelles. La spécificité de notre réseau, c'est son caractère paritaire. Nous sommes administrés par les organisations représentatives des employeurs et syndicales de salariés en région et ce paritarisme se retrouve également dans nos méthodes d'intervention puisque nous avons une posture que nous qualifions d'équidistante et nous mobilisons dans le cadre de nos interventions autant les représentants de la direction que les représentants du personnel. Bonjour à tous, je me présente, Franck Lepertel, je suis responsable d'une unité de contrôle à l'inspection du travail. Une unité de contrôle, c'est un service dans lequel sont affectés des agents de contrôle, des inspecteurs du travail, des contrôleurs du travail, et qui ont pour charge de contrôler le respect des dispositions du Code du travail au sein de la section dans laquelle ils sont affectés. Je vous invite justement à ce propos à ne pas hésiter à prendre contact avec l'agent de contrôle qui est compétent pour l'entreprise ou l'établissement afin qu'elle puisse répondre à vos questions, notamment dans le cadre de la mise en place du CSE. Nous sommes là pour contrôler, mais également pour conseiller les employeurs et les salariés. Alors, ce webinaire est structuré autour de cinq parties qui s'affichent à présent. Ces 5 parties s'appuient sur 2 contributions distinctes. D'une part, des apports réglementaires qui vous seront présentés par Franck Lepertel, et d'autre part, par des retours d'expérience, des conseils de PME que nous avons rencontrés dans le cadre d'une enquête réalisée par l'ARACT Île-de-France en partenariat avec les unités départementales de la Directe de Paris et de la Seine-Saint-Denis, et dans le cadre des observatoires départementaux du dialogue social, qui regroupent les organisations représentatives des employeurs et des salariés au niveau des départements. Donc cette enquête dont on va vous présenter les principaux enseignements dans le cadre de ce webinaire a été structurée autour de deux éléments. D'une part, l'analyse de 52 accords de mise en place du CSE et protocoles d'accords préélectoraux déposés par des PME de moins de 250 salariés auprès de la Directe, et par la rencontre d'une trentaine d'interlocuteurs, dirigeants, délégués syndicaux, élus au CSE, dans des entreprises de moins de 250 salariés également, qui ont mis en place le CSE précocement et qui ont donc pu nous faire un retour sur cette mise en place. Depuis la réalisation de cette enquête, nous avons animé plusieurs ateliers de sensibilisation sur la mise en place du CSE dans les TPE-PME auprès d'une centaine de personnes qui nous ont également fait des retours qu'on a pu réinvestir dans le cadre de ce webinaire. Le CSE, qu'est-ce que c'est? Hop, on va passer. Ça va marcher. Le CSE est donc le Comité social économique, qui est une nouvelle instance de représentation du personnel. Elle est obligatoirement mise en place dans toute entreprise d'au moins 11 salariés, effectifs calculés donc sur 12 mois consécutifs. Si vous avez un effectif qui fluctue, qui passe de 12 salariés à 10 salariés, eh bien, les 12 mois consécutifs recommenceront à courir à partir du moment où repartiront de zéro à partir du moment où vous aurez de nouveau atteint le seuil de 11 salariés.
Le CSE fusionne d'anciennes instances qui devront absolument avoir disparu au 1er janvier 2020, les délégués du personnel, le comité d'entreprise ou le CHSCT, devront disparaître au 1er janvier 2020. Un CSE devra avoir été mis en place. Si le CSE n'est pas mis en place au 1er janvier 2020, un agent de contrôle pourrait très bien, relever à votre compte un procès-verbal pour un délit d'entrave à la constitution du CSE. Donc, soyez vigilants. S'agissant des missions générales du CSE, pour toutes les entreprises, le CSE est l'instance d'expression collective des intérêts des salariés et il joue notamment un rôle important en matière de santé, sécurité au travail. En cela, il est chargé de promouvoir la santé, la sécurité. Il effectue également des enquêtes, accidents du travail ou maladies professionnelles. Il a également aussi la possibilité d'exercer un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE a également des attributions. Il doit être informé, consulté sur un certain nombre de questions. Il peut aussi saisir le CSE, l'inspection du travail, de toute plainte. Alors, on va maintenant passer à la préparation de la mise en place du CSE. Donc, on va aborder dans cette partie toutes les questions relatives au dialogue social dans l'entreprise avant la mise en place du CSE, mais également à la préparation du CSE, aux négociations, à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral et bien évidemment aux élections. Alors, la mise en place du CSE, elle est d'abord très dépendante du dialogue social dans votre entreprise avant le CSE. La première question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il des IRP, donc des instances représentatives du personnel dans mon entreprise ou non? Vous avez sur le slide le graphique à gauche qui représente la couverture des établissements par les IRP qui date de 2017 et qui est issue d'une enquête de la DARES. Donc on ne va évidemment pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on voit au premier coup d'œil, c'est que les entreprises de moins de 50 salariés et a fortiori les entreprises de moins de 20 salariés sont relativement peu couvertes par des instances représentatives du personnel. Donc évidemment, dans ces entreprises où il n'y a pas d'IRP, la mise en place du CSE va être un peu plus lourde, plus difficile à mettre en œuvre que dans les entreprises où les IRP existaient antérieurement, même si tout reste tout à fait faisable. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel type d'IRP existait avant la mise en place du CSE. Donc vous avez dans le camembert qui est présenté à droite, la répartition des IRP antérieurs dans les entreprises qui ont fait l'objet de l'étude dont je vous ai parlé en introduction. Et donc là, clairement, le retour que l'on a des entreprises, c'est que quand on était sur des IRP distinctes, DP, CE, CHSCT, la marche à franchir pour la mise en place du CSE est forcément plus importante que dans les entreprises qui avaient déjà opéré un regroupement en fusionnant leurs instances et qui donc disposaient d'une délégation unique du personnel et a fortiori d'une délégation unique du personnel élargie au CHSCT. Là, clairement, dans ces entreprises-là, le regroupement avait déjà été entamé dans le cadre des lois Rebsamen en général et donc du coup, on est vraiment sur une formalité au moment de la mise en place du CSE. Alors, dans les entreprises où il n'y a pas d'IRP, la première raison invoquée par les dirigeants, c'est la carence de candidature. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser par rapport à cette carence de candidature, c'est pourquoi il y a carence de candidature. Et donc, le tableau qui s'affiche peut nous aider à trouver des pistes de réflexion sur ces carences. Il s'agit des raisons donc, invoquées par les représentants du personnel pour expliquer alors, soit la carence, soit l'insuffisance de candidats. Toutes ne permettent pas de trouver des pistes de solutions, mais certaines quand même peuvent alerter notamment les dirigeants sur la façon de communiquer autour de la mise en place du CSE. Par exemple, la deuxième raison invoquée, c'est les difficultés de concilier travail et fonction représentative.
Clairement, cette difficulté renvoie à un problème d'organisation qui est de la responsabilité de la direction. Et la direction peut communiquer en amont sur la façon dont il va garantir aux futurs élus une conciliation sereine entre l'activité professionnelle et les fonctions représentatives. Autre type d'argument sur lequel on peut agir, la peur des représailles de la part de la direction. Ça reste encore très vrai dans les PME qu'on a rencontrées. Souvent d'ailleurs des dirigeants qui sont absolument pas défavorables, au contraire, hein, à la mise en place du CSE, mais qui nous ont fait le retour que leurs salariés avaient cette image-là et cette crainte en tout cas d'une vision du représentant du personnel comme empêcheur de tourner en rond, hein, pour le dire de façon un peu triviale. Donc là aussi, quelle communication on peut avoir en amont en tant que dirigeant d'une petite structure pour rassurer les futurs candidats et puis surtout montrer en quoi le fait d'avoir un CSE dans une PME, ça peut être un élément positif pour la direction elle-même. Donc autant de pistes de réflexion à étudier en amont pour espérer sortir de la carence de candidature qu'on a pu rencontrer dans le cadre des élections antérieures. Si on rentre sur la préparation concrète, hein, la mise en place du CSE, les dirigeants que l'on a rencontrés ont en général été informés, formés par leur cabinet d'avocats pour les plus grandes entreprises ou par leur organisation patronale pour les plus petites. A posteriori, souvent le retour qu'ils font, c'est qu'ils ont eu une approche exclusivement réglementaire du CSE, donc s'assurer d'être dans les clous sur le plan réglementaire, et qu'ils regrettent a posteriori ne pas avoir suffisamment étudié la mise en œuvre effective du CSE, c'est-à-dire concrètement à quoi va me servir cette instance demain, comment faire pour la faire vivre. Donc, première alerte de la part des dirigeants, essayer d'envisager, même si ce n'est pas forcément évident, mais d'envisager la mise en place du CSE sous l'angle juridique, certes, mais surtout sous l'angle pragmatique de son utilité par la suite. Côté salarié, deux distinctions. Dans les entreprises avec des délégués syndicaux, globalement, tous les délégués syndicaux, après quelle que soit leur proximité avec leur organisation syndicale, ont été outillés et donc accompagnés par leur organisation pour mener à bien les négociations en matière de mise en place du CSE. Dans les entreprises sans délégués syndicaux, ça a été parfois plus complexe. Plusieurs élus sans étiquette nous ont dit que la phase de préparation amont avait été délicate, qu'il manquait d'informations sur le rôle, leur mission à venir, sur l'organisation, sur les heures de délégation, etc. Donc plus de difficultés de ce côté-là. Et enfin, le dernier point sur cet aspect préparation, de part et d'autre, les interlocuteurs ont reconnu ne pas avoir effectué de bilan de leur pratique antérieure en matière de dialogue social. Alors, quand je dis bilan, il ne s'agit pas de produire un rapport de 30 pages sur les pratiques antérieures en matière de dialogue social, mais juste prendre le temps de l'échange avec ces actuelles IRP, si elles existent, ou avec tout simplement les salariés de l'entreprise, sur finalement qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas en matière de dialogue social. Ça peut être aussi en matière de fréquence des réunions, de leur durée, de leur contenu, pour faire en sorte de construire ensemble un CSE qui tienne compte des dysfonctionnements ou en tout cas des axes d'amélioration du passé. Alors, dans le processus d'organisation des élections, pièce maîtresse de ces élections, c'est le protocole d'accord préélectoral, donc, que vous voyez dans la colonne de droite, qui est obligatoire, comme il est indiqué à l'écran, et vous allez devoir inviter les organisations syndicales en vue de la négociation de ce protocole d'accord préélectoral, et également donc les inviter à présenter des listes aux élections au premier tour. Vous avez les items pour lesquels il va y avoir une négociation dans le cadre du protocole d'accord préélectoral sur le nombre de délégués, heures de délégation, la définition des modalités pratiques de l'élection, l'information des salariés sur la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral, la répartition du personnel dans les collèges et le nombre de mandats successifs pour les entreprises de 50 à 300 salariés. De plus, de manière facultative, un accord de mise en place du CSE peut être conclu en interne, antérieurement à la négociation du protocole d'accord préélectoral,
Et vous voyez donc en rouge, détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. Effectivement, vous pouvez, donc, dans le cadre d'un accord de mise en place du CSE, déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts en interne, donc en négociant avec le ou les délégués syndicaux de votre entreprise. Si vous n'avez pas de délégué syndical ou si vous n'arrivez pas à obtenir un accord sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts, eh bien, vous prendrez vous-même la décision par un acte unilatéral eh bien, de cette détermination. Après, eh bien, l'INOES pourra éventuellement saisir la directe en vue d'une contestation de votre acte unilatéral. S'agissant de l'enclenchement des élections, eh bien, l'organisation des élections se fait en principe tous les 4 ans. Un accord collectif, en l'occurrence celui de mise en place du CSE, peut prévoir une durée plus courte, hein, en baissant jusqu'à 2 ans la mandature. Comme vous le voyez à l'écran, lorsque le CSE n'a pas été mis en place, donc vous n'avez rien fait, vous ne bougez pas, alors que vous êtes assujetti à la mise en place d'un CSE, à ce moment-là, un salarié de l'entreprise ou une organisation syndicale peut à tout moment vous saisir pour vous demander l'organisation des élections. À ce moment-là, vous allez devoir engager le processus électoral dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de la demande faite. Si vous ne satisfaisez pas à cette demande qui vous est faite, eh bien, vous commettrez un délit d'entrave à la constitution du CSE. Alors, vous voyez une petite exception en cas de PV de carence, effectivement, si vous enclenchez le processus électoral et puis que eh bien, vous vous retrouvez en carence, eh bien, il doit se passer un délai de 6 mois avant que, à nouveau une OS ou un salarié demande de nouveau l'organisation des élections. Petite exception aussi importante pour les entreprises de 11 à 20 salariés uniquement, vous n'aurez à inviter les organisations syndicales à la négociation pour le protocole d'accord préélectoral que si vous avez au moins un candidat, un salarié candidat, dans les 30 jours à compter donc, de l'information des salariés de l'organisation des élections. Alors, s'agissant de la chronologie des élections, tout d'abord, vous allez informer les salariés par tout moyen de l'organisation des élections en indiquant la date prévisionnelle prévue pour le premier tour qui doit au plus tard intervenir le 90e jour après l'information des salariés de l'organisation des élections. Vous allez également informer les organisations syndicales par courrier. Donc, les organisations syndicales doivent obligatoirement être invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à présenter une liste de candidats pour le premier tour. Vous pouvez envoyer plutôt des courriers aux unions départementales syndicales. Et puis, bien évidemment, à la suite de l'invitation des OS, il y aura, ou pas, si personne ne se présente, eh bien, mais si il y a des syndicats qui se présentent, eh bien, il y aura une négociation de l'accord préélectoral. Pour être validé, le PAP doit satisfaire à la règle de la double majorité. Non seulement la majorité des organisations présentes lors de la réunion pour la négociation du PAP doivent signer le PAP, pour qu'il soit approuvé, mais parmi ces signataires, encore faut-il que ces syndicats aient obtenu au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Si vous n'avez jamais eu de représentativité syndicale au sein de votre entreprise, parce que c'est la première fois, par exemple, que vous mettez en place un CSE, eh bien, la
la seule condition à réunir pour valider le PAP, c'est la première. Effectivement, si vous avez 5 syndicats qui viennent dans le cadre de la négociation pour le protocole d'accord préélectoral, il faut au moins 3 signatures sur les 5 pour que le PAP soit validé. Alors juste peut-être un point, parce qu'on voit qu'il y a des questions autour de si aucune organisation syndicale n'est présente en entreprise, donc c'est justement le cas de figure qui est évoqué. Il convient de convier les unions départementales des organisations syndicales représentatives, même si vous n'avez pas d'organisation syndicale au sein de votre entreprise. Et les unions départementales des organisations syndicales viendront ou ne viendront pas, selon leur disponibilité, à la négociation de ce protocole d'accord préélectoral. À ce sujet, juste un petit retour d'expérience. Alors évidemment, les organisations syndicales, plus elles vont être mobilisées en amont de la négociation, plus elles ont des chances de pouvoir se présenter. Donc clairement, le délai minimal est de 15 jours. Mais si vous avez la possibilité de les convier un peu plus en amont, vous avez plus de chances de les avoir autour de la table de négociation. Et les retours des dirigeants de PME qui ont pu négocier un protocole d'accord préélectoral avec des unions départementales sont tout à fait positifs, puisque ils s'adressent à des experts des élections et de la négociation, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les dirigeants de PME. Donc le retour de ces négociations, lorsque les organisations syndicales ont la possibilité d'y participer, est tout à fait positif. Alors, union départementale de toutes les organisations syndicales représentatives, pour répondre à la question qui a été posée. On y reviendra, on tentera de répondre à toutes vos questions à l'issue de ce webinaire, mais là, je pense que vous avez déjà eu quelques éléments de réponse. S'agissant du scrutin, il s'agit d'un scrutin de liste avec attribution des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne, susceptible de comporter 2 tours. Alors, le premier tour est consacré aux listes uniquement présentées par les organisations syndicales. À l'issue du premier tour, le bureau de vote peut constater, par exemple, la situation suivante, l'absence de liste présentée par une OS, donc à ce moment-là, un second tour sera obligatoirement organisé, ou encore le quorum peut ne pas être atteint. Si le quorum n'est pas atteint, obligatoirement, on aura un second tour. Le quorum est atteint si vous avez au minimum un nombre de votants égal ou supérieur à la moitié des électeurs inscrits. Si vous avez 60 électeurs, vous devez, pour que le quorum soit atteint, avoir au minimum 30 votants. Alors, en synthèse sur ce processus électoral et sur le profil des... Oui, alors... Donc voilà, sur le slide précédent, un point important tout de même, à l'issue du scrutin, vous devez envoyer le procès-verbal d'élection dans les 15 jours à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dont vous dépendez territorialement. Vous devez également transmettre le procès-verbal d'élection au centre de traitement des élections professionnelles. Vous trouverez l'adresse en fin de PowerPoint. Vous aurez notamment le site électionprofessionnelle.travail.gouv.fr sur lequel vous pourrez trouver les coordonnées. Et enfin, vous devez transmettre copie du PV d'élection aux OS qui se sont présentés à la négociation du protocole d'accord préélectoral ou qui ont présenté des listes de candidats. Alors, en synthèse, donc, sur ce processus électoral et sur le profil des élus, le retour que l'on a dans les PME interrogées, c'est d'une part, globalement, qu'on a observé une communication donc, accrue, plus soutenue, de la part de la direction, de la part des délégués syndicaux et des anciens élus, autour du CSE, et souvent une communication d'ailleurs conjointe pour mobiliser autour de la mise en place de cette nouvelle instance. En matière de profil des élus, la mise en place du CSE a permis dans les entreprises interrogées souvent une représentation plus juste et plus équilibrée
des différentes unités de travail, notamment en raison de l'obligation qui est faite au niveau des listes d'alterner un homme et une femme, qui a engendré donc la recherche de candidats dans des secteurs féminisés. Je pense par exemple à une clinique que nous avons rencontrée, donc où on a une majorité évidemment de femmes comme dans la plupart des établissements sanitaires, et qui de fait, pour respecter cette obligation, a été contrainte d'aller rechercher des candidats masculins, ce qui a permis non seulement de diversifier les profils en termes de genre, mais aussi de les diversifier en termes d'unité de travail, et donc finalement de créer une représentation au plus juste des différentes unités de cette clinique. Autre élément de retour, des difficultés à mobiliser des suppléants, notamment avec la baisse des heures de délégation et avec le refus de certaines directions à aller voir siéger dans le cadre des réunions, ça on y reviendra. Enfin, quelques éléments qu'on voulait vous indiquer, des dispositions spécifiques pour les élus qui, là aussi, peuvent encourager les candidatures. On a par exemple noté, toujours dans des accords de PME, la mise en place d'entretiens de début et de fin de mandat pour les élus au CSE. Une mesure qui a été plébiscitée, c'est la sensibilisation des managers des futurs élus aux droits et aux devoirs de ces élus, et notamment sensibiliser les managers à l'adaptation de l'organisation du travail en fonction de cette nouvelle casquette de leurs collaborateurs. Et enfin, par exemple, un contrôle par la direction de l'accès à la formation, à l'évolution professionnelle et à une rémunération équitable pour les élus de son entreprise. En conclusion aussi, plusieurs PME ont souligné l'augmentation du nombre de votants, là aussi, qui s'explique par la communication plus importante que celle réalisée dans le cadre des précédentes élections. Alors, on va passer maintenant au fonctionnement du CSE. On va voir dans cette partie la question des heures de délégation, des réunions, du nombre de représentants du personnel au CSE. Alors, focus rapide sur le crédit d'heure. Donc, vous avez à l'écran le tableau qui reprend les dispositions légales concernant le nombre minimum de délégués, le nombre mensuel d'heures de délégation et le total d'heures de délégation. Le tableau ne reprend pas enfin, ça s'arrête à 200 à 249 salariés. Il manque les 250 à 299 pour lesquels vous avez 11 délégués, 22 heures par délégué, et donc du coup 242 heures au total. Il y a la possibilité de négocier le nombre d'élus au CSE à la baisse ou à la hausse, mais sans jamais pouvoir diminuer le nombre global d'heures de délégation. Si on baisse le nombre d'élus, on devra augmenter proportionnellement le nombre d'heures de délégation. Il y a la possibilité également d'annualiser et de mutualiser entre les membres le crédit d'heure. Alors, en ce qui concerne l'adaptation justement qui vient d'être évoquée en matière d'heures de délégation, ce qu'on constate, c'est que dans les plus petites entreprises, en général, les entreprises se sont attachées à respecter les indications réglementaires sans même savoir d'ailleurs qu'il y avait la possibilité de les adapter. Donc, elles ont pris ces indications réglementaires qui viennent d'être présentées plutôt comme des contraintes ou comme des obligations. Dans les accords qu'on a étudiés, en revanche, on observe que la grande majorité, 92% des accords étudiés, proposent un nombre d'heures de délégation supérieur aux dispositions réglementaires. Ce qui n'est pas forcément étonnant puisqu'on est quand même sur une négociation et que, a priori, à partir du moment où on est prêt à négocier, on est prêt à apporter des ajustements favorables sur certains des items. Ce qui nous a été donné comme facteur explicatif sur ce nombre d'heures de délégation supérieure, c'est essentiellement finalement un héritage du passé. C'est-à-dire que la plupart des dirigeants de PME ont estimé que pour entamer un CSE dans de bonnes conditions, il était important que leurs élus bénéficient d'un volume d'heures de délégation au moins identique à ce qui existait antérieurement. D'où donc une quantité importante d'entreprises de PME, une fois de plus, là, qui ont fait ce choix.
Sur le nombre de représentants du personnel au CSE, donc là aussi, comme ça vous a été indiqué à l'instant par Franck Lepertel, on a la possibilité de réduire éventuellement le nombre de représentants du personnel au CSE ou de l'accroître, du moment que le volume d'heures globales, dotation globale horaire est respecté. Donc 76% des entreprises étudiées ont proposé un nombre de représentants conforme aux dispositions réglementaires, près de 20% un nombre supérieur aux dispositions réglementaires et 5% inférieur aux dispositions réglementaires, sachant que donc là, évidemment, le volume d'heures globales de délégation a été maintenu. S'agissant de vos obligations en matière de réunion et notamment de cadence de réunion, pour les entreprises de moins de 50 salariés, au minimum une réunion par mois doit être organisée à votre initiative. Vous devez convoquer les représentants du personnel. Un registre spécial doit être mis en place dans lequel sont notées les questions qui doivent vous parvenir 2 jours au minimum avant la date de la réunion et vous devez répondre aux questions posées par les membres du CSE dans un délai de 6 jours maximum, 6 jours ouvrables après la réunion. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il doit y avoir au minimum une réunion tous les 2 mois. Et j'attire votre attention sur le fait que pour les entreprises de plus de 50 salariés, 4 réunions annuelles à minima doivent être consacrées aux questions de santé, sécurité au travail. Vous devez également envoyer à l'agent de contrôle compétent pour votre entreprise le calendrier annuel de ces, qui précise les dates de ces 4 réunions consacrées aux questions de santé, sécurité. Vous devez également, 15 jours avant chacune de ces 4 réunions consacrées en toute partie à la santé sécurité, vous devez confirmer à l'agent de contrôle la date de cette réunion. Aussi, vous devez envoyer pour toutes les réunions du CSE l'ordre du jour à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, 3 jours au minimum avant la réunion. Alors, en ce qui concerne les réunions du CSE, là aussi, la possibilité donc, de modifier, ça fait une partie des questions qui sont posées, donc possibilité de modifier le nombre de réunions dans le cadre d'un accord. Et donc, typiquement, là, dans les accords que nous avons étudiés, on observe que pour 35% des entreprises, le nombre de réunions est conforme aux dispositions réglementaires et supérieur pour 65% d'entre elles. Donc là aussi, il y a une tendance de la part des entreprises finalement à rester dans les rythmes antérieurs. Et donc la plupart des PME, même lorsqu'elles avaient la possibilité de réduire le nombre de réunions pour les 50 à 300 et de passer à une réunion tous les 2 mois, la plupart des entreprises ont conservé le rythme d'une réunion par mois et donc de fait un rythme supérieur au cadre aujourd'hui proposé d'un point de vue réglementaire. En ce qui concerne la question de la présence possible des suppléants aux réunions du CSE, c'était un sujet d'âpre négociation, notamment dans les plus grands groupes, mais de fait, cette question a été posée dans le cadre des négociations dans les PME. Donc, sur le plan réglementaire, les suppléants n'ont pas à participer aux réunions du CSE, mais on peut tout à fait envisager leur participation dans le cadre d'un accord. Donc là, vous avez la répartition des prises de position à l'issue de ces négociations donc dans les accords. La majorité quand même des accords ne prévoit pas la présence des suppléants aux réunions du CSE, donc ils sont restés dans l'esprit de la loi, puisque 38% ne prévoient pas la présence des suppléants aux réunions, 34% en revanche la prévoient et 28% envisagent une présence ponctuelle. Alors présence ponctuelle qui peut prendre des formes différentes, présence des suppléants dans le cadre de la réunion d'installation, dans le cadre de réunions spécifiques, ou enfin dans les plus grosses PME, invitation d'un suppléant à chaque réunion donc, du CSE.
Alors sur la présence possible des suppléants, ce qu'on voulait souligner finalement, c'est qu'on a eu un peu le sentiment dans le cadre de l'enquête qu'il y avait des positions un peu fermes de la part des délégués syndicaux et de la part des directions sur la présence ou l'absence des suppléants aux réunions du CSE, alors que là aussi, hein, c'est vraiment une disposition à étudier au cas par cas. Très concrètement, dans une entreprise de 200 salariés où on va se retrouver avec, si on accepte l'ensemble des suppléants, on va se retrouver avec 20 personnels en réunion du CSE et donc 20 personnels à remplacer en même temps dans le cadre de l'activité de l'entreprise, ça peut être extrêmement délicat et donc la présence des suppléants très complexe à mettre en œuvre pour l'organisation. Dans une entreprise où on a un titulaire et un suppléant, accepter la présence des suppléants aux réunions peut être beaucoup plus simple à mettre en œuvre et peut aussi permettre de garantir un meilleur suivi des deux, du titulaire et du suppléant, des différents sujets traités dans le cadre du CSE, à permettre également un meilleur remplacement du titulaire en son absence, etc. Donc c'est vraiment, là aussi, pas de position arc-boutée, je dirais, sur ces sujets, mais plutôt des positions, des dispositions à étudier en fonction de la situation de vos entreprises. Alors, on va maintenant passer aux moyens du CSE avec les questions donc, de moyens financiers et également les dispositions en matière de formation. Le CSE est doté d'un local et pour les plus de 50 salariés, d'un budget de fonctionnement et d'un budget des activités sociales et culturelles. Alors, selon la taille de l'entreprise, le budget alloué varie, hein, 0,20% ou 0,22%. Donc, comme je le disais, hein, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE n'a pas de budget, n'a pas la personnalité civile. S'agissant de la formation des représentants du personnel, dans les entreprises d'au moins 11 salariés, alors jusqu'à moins de 300 salariés, donc, il est prévu 3 jours de formation en matière de santé et sécurité. Au-delà de 300 salariés, c'est 5 jours. Alors, cette formation en santé et sécurité, donc de 3 jours, puisque a priori, le public aujourd'hui comprend uniquement des entreprises de moins de 300 salariés, eh bien, il s'agit de développer les compétences des salariés, amener à représenter leurs collègues et leur apprendre à analyser les risques professionnels, développer leur aptitude euh, à déceler les risques et contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, en plus, eh bien, il y a un stage de formation économique qui est pris en charge, le coût est pris en charge par le CSE. Alors, dans le cadre de l'étude que nous avons réalisée, nous avons identifié quelques mesures spécifiques qui nous semblaient intéressantes, toujours issues d'accords d'entreprises de moins de 250 salariés. Donc, par exemple, la mise en place des formations pour les titulaires et les suppléants du CSE, alors que celle-ci, je pense à la formation économique, hein, n'est normalement obligatoire donc, que pour les titulaires. On a également noté la prise en charge de toutes les formations pour les élus du CSE par l'employeur, mettant en avant qu'avoir des interlocuteurs formés et compétents, c'était une source d'enrichissement du dialogue social. Des jours de formation supplémentaires aussi dans les entreprises de plus de 50 salariés pour le secrétaire ou le trésorier. Et enfin, l'élément qui nous semble le plus important, qui en tout cas a été le plus plébiscité, c'est la mise en place de formations dans les 3 mois qui suivent l'élection. En effet, hein, souvent là où le bât blesse en matière de formation dans les PME, c'est sur la temporalité de mise en place des formations. Plusieurs élus ont souligné avoir bénéficié de leur formation 1 an après la mise en place du CSE, par exemple. Et donc, clairement, ça fait 1 an de mise en place un peu chaotique et sans forcément avoir toutes les compétences nécessaires pour mener à bien ces missions.
Et en conclusion donc de ce webinaire, avant de répondre à vos questions, on va faire une synthèse des premiers effets du CSE, donc tels qu'ils ont été présentés par nos interlocuteurs dans le cadre de l'étude que nous avons conduite. Alors la première chose qu'on peut noter, c'est d'abord que les avis dirigeants, délégués syndicaux et élus au CSE étaient globalement assez partagés. Donc on n'a pas eu forcément beaucoup d'opposition de point de vue sur le bilan qui était fait du CSE. Dans les points plus négatifs, on peut noter une augmentation générale de la durée des réunions du CSE, a fortiori lorsqu'il n'y a pas de commission spécifique, puisque du coup tous les sujets, y compris les sujets santé, sécurité, conditions de travail, sont traités dans le cadre de la même réunion, donc ça fait des réunions qui sont assez longues. Une montée en compétences et ou une faible appétence sur les sujets santé, sécurité, conditions de travail qui a été notée. Contrairement aux grands groupes, on n'a pas du tout observé de problématique de sécurisation des élus. Je pense aux grands groupes où on a pu rencontrer des cas de figure avec des élus qui se retrouvaient avec des nombres de mandats, des nombres d'heures de délégation inférieurs et donc des problématiques liées à cette diminution. Dans les PME, ce n'est pas du tout un sujet, c'est même plutôt l'inverse. Il y a de nombreux élus de longue date qui ont saisi l'opportunité du CSE pour passer le relais et là aussi essayer de mobiliser de nouveaux candidats. On note aussi que malgré la fusion au sein d'une même instance, il y a quand même une tendance à recréer des formes de spécialisation et de façon générale à essayer de se calquer sur ce qui existait antérieurement. De la même façon, il y a beaucoup d'entreprises de moins de 300 salariés qui ont mis en place une commission spécifique santé, sécurité, conditions de travail, alors que ce n'était pas une obligation, parce qu'ils avaient un CHSCT antérieurement et qu'ils ont donc voulu conserver un peu le même mode de fonctionnement. Dans les effets plus positifs de la mise en place du CSE, là aussi, avis partagé de la part de nos interlocuteurs, la suppression des doublons qui existaient entre les précédentes instances, beaucoup de sujets qui étaient traités à plusieurs reprises, où on ne savait pas trop à quel endroit il fallait les traiter, donc ça disparaît. Une amélioration de l'articulation des sujets entre les trois instances antérieures. Évidemment, quand les instances étaient distinctes et quand les élus n'étaient pas les mêmes, les élus qui siégeaient au sein de ces différentes instances n'étaient pas les mêmes. Une réduction globale, malgré l'augmentation du nombre d'heures de réunion, une réduction globale du temps consacré à ces instances. Et le pendant de ce que je viens de dire sur la montée en compétences, c'est que même si elle a été parfois difficile, ce qui est noté positivement, c'est le fait finalement de faire monter en compétence l'ensemble des élus sur les sujets hygiène, sécurité, santé, conditions de travail, et donc de sensibiliser un plus grand nombre d'interlocuteurs sur ces sujets-là. Et enfin, en conclusion, dans les quelques PME qui ont mis en place des négociations avec le CSE, donc qui ont fait du CSE un acteur de la négociation, là on a clairement observé de part et d'autre un enrichissement du dialogue social et surtout un regain d'intérêt, un accroissement d'intérêt pour le rôle et la fonction de représentant du personnel quand on en vient à négocier des accords avec la direction. Donc des retours positifs dans les PME qui ont fait du CSE un nouvel acteur de la négociation. Alors, vous trouverez donc, comme on vous le disait en introduction et comme on l'a évoqué tout au long de ce webinaire, plusieurs sites qui vous permettront d'avoir des outils et d'autres réponses à vos questions. On vous adressera également différents documents, des CERFA pour les procès-verbaux de vos élections, des documents qui vont vous permettre de calculer très simplement les résultats de vos élections et qui sont tous adaptés aux PME. Nous avons également des modèles, des exemples justement, des exemples d'accords de mise en place du CSE et des protocoles d'accords préélectoraux. Il ne s'agit pas de modèles justement, mais bien d'exemples réels qui ont été extraits de notre enquête et qui sont donc des accords et protocoles d'accords préélectoraux d'entreprises de 50, 100, 200 salariés. Voilà, alors on va tenter maintenant de répondre à vos questions. Oui, et si on n'y arrive pas, ou si on n'a pas toutes les réponses, on vous invite donc à contacter. Effectivement, oui, on vous invite fortement à contacter l'agent de contrôle qui est compétent territorialement pour votre entreprise ou votre établissement. Alors, on a une question. Donc, j'ai un client qui vient de dépasser
les 11 salariés depuis 4 mois. Ils souhaiteraient mettre en place le CSE. Est-ce possible, même si cela n'est pas sur les 12 mois consécutifs? Moi, effectivement, je ne vois pas ce qui s'opposerait. Il y a une obligation de mise en place à partir du moment où l'effectif est de plus de 11 salariés, donc sur les 12 mois consécutifs précédents. Mais si vous voulez mettre en place le CSE au bout de 4 mois, personne ne vous l'empêchera. C'est même plutôt très positif si vous voulez engager le plus rapidement possible un dialogue avec des représentants du personnel. Donc tout à fait, c'est tout à fait possible. Si passé le délai de 30 jours après l'information aux salariés pour les élections du CSE, c'est présent, doit-on attendre la date du premier tour prévu pour établir un PV de carence? Non, il n'y a pas à attendre la date du premier tour. Hein. Voilà, c'est une nouveauté d'ailleurs. Voilà, si vous donc, pour les entreprises donc, de 11 à 20 salariés uniquement, hein, donc finalement, si vous n'avez aucun salarié qui ne s'est manifesté dans les 30 jours, eh bien, vous remplirez le CERFA. Il y a dans le CERFA de carence, justement, une case ou un encadré spécifique pour cette problématique, pour ce cas qui se présente. Hein, donc, quand on n'a pas de candidat, eh bien, qui s'est présenté, à ce moment-là, on n'a pas à organiser les élections. Et donc pas organiser le premier tour, en fait. Voilà, on n'a pas organisé de premier tour, donc on n'a pas à inviter des organisations syndicales. Si aucune OS n'est présente en entreprise, on y a répondu, il me semble, sur la question de l'invitation des unions départementales. Oui, effectivement, donc c'était à propos de la validité du protocole d'accord préélectoral, hein, à la condition de double majorité, effectivement, hein, pour que le protocole d'accord préélectoral soit validé. Donc on a dit qu'il fallait qu'il soit signé par la majorité des organisations syndicales présentes lors de la négociation, et parmi celles qui ont signé, eh bien, qu'elles aient obtenu l'entreprise la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Donc évidemment, si vous mettez en place un CSE pour la première fois, bon, bien, seule la première condition est requise. Donc voilà, il faut que au moins la majorité des OS présentes signent le protocole. En revanche, ça c'est pour comment dire, c'est pour la partie négociation, mais en amont de la négociation, si vous n'avez pas d'organisation syndicale dans votre entreprise, vous êtes quand même censé convier les organisations syndicales départementales. Hein, c'est ce qu'on avait à préciser. Vous devez convier celle départementale et celle de l'entreprise aussi. Voilà. Si aucun salarié ne s'est manifesté dans les 30 jours, est-ce qu'on doit encore attendre un délai au cas où un salarié se manifesterait dans les moins de 20? Alors, toujours dans les moins de 20 salariés, donc vous n'avez pas de salarié qui s'est manifesté dans les 30 jours, bon ben voilà, point, il n'y a pas d'autres délais, voilà, PV de carence, comme on vient de le dire il y a quelques instants. Départemental de tous les syndicats, on y a répondu, si aucune organisation syndicale ne s'est présentée lors de la réunion de négociation du PAP, a-t-on l'obligation d'organiser ce premier tour? Si aucune OS. Dans ces cas, si aucune OS ne s'est présentée lors de la réunion de négociation du PAP, vous devez procéder à un protocole d'accord préélectoral unilatéral déjà. Effectivement. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. A-t-on l'obligation d'organiser ce premier tour? À mon sens, oui, on organise le premier tour. Et puis, on n'aura pas de liste de syndicats, donc du coup, on devra organiser un second tour, à mon sens. Je souscris. Avant de pouvoir organiser les donc ça c'est bon. Les CDD alternants peuvent-ils se présenter aux élections? Alors, pour les conditions pour être électeur, donc avoir 18 ans. Alors, pour être électeur, c'est 16 ans, il me semble. 16 pour ans. être électeur, c'est 16 ans. Pour être élu, ah oui, élu. Ouais. Et c'est 3 mois d'ancienneté pour être électeur et 1 an pour être élu. Là,
Bon, j'ai les idées claires parce que j'ai eu la question pour les salariés mis à disposition, mais pour les CDD, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, c'est un peu loin de mon esprit, donc là, à vérifier. Vérifier sur le site. Ah. Après, juste peut-être alors je peux pas non plus avoir, enfin j'ai pas de réponse formelle, donc je vais pas. En revanche, juste signaler que après il y a une question de bon sens qui est que enfin, sauf si vous avez un CDD qui est extrêmement long, mais non, il y a quand même un cadre réglementaire qui fait que. Mais sinon, le risque d'avoir un CDD qui se présente en tant que candidat, c'est de devoir quand même, enfin, de se retrouver sans élu à l'issue du CDD. Donc, ce qui peut être une stratégie. Ouais, ce qui peut être une stratégie, mais voilà. En tout cas, on avait été confrontés à ces interrogations. Donc, on va vérifier, on revient vers vous s'il y a des éléments à ce sujet. Alors, le nombre de réunions n'est pas négociable dans un accord aussi, donc on a répondu si, mais pas à la baisse par contre. Hein, c'est un nombre minimal qui est prévu. On ne peut pas aller en deçà de ce qui est prévu par la loi. Alors, au vu de notre effectif, nous devons élire 2 titulaires et 2 suppléants, soit donc un cadre, un non-cadre, un suppléant cadre, d'accord. Cependant, l'UNOS souhaite faire un collège unique pour être plus représentatif. Bon, effectivement, si vous êtes moins de 24 salariés, de 11 à 24, il y a un seul collège. Donc j'imagine que c'est pas le cas. As-tu une réponse en tout cas, on peut toujours. C'est négociable. Enfin, après, c'est la création, oui. Le nombre de collèges est négociable. Donc, si vous arrivez à obtenir, enfin, si d'un commun accord, vous souhaitez modifier le nombre de collèges, c'est possible. Après, il y a des règles de majorité précises si vous avez plusieurs organisations syndicales qui négocient sur ces questions-là, mais en tout cas, la question du nombre de collèges est négociable. La présence des suppléants doit donc être prévue. Alors, dans quel cadre a été posée cette question ? Sur la présence des suppléants en réunion, alors, elle doit être prévue. Alors, elle peut l'être dans l'accord de mise en place du CSE. Oui, plutôt. Tout à fait. Sachant que, bon, c'est vrai que pour les TPE-PME, très honnêtement, la plupart du temps, l'accord préélectoral fait office d'accord de mise en place du CSE. On a étudié beaucoup de protocoles d'accords préélectoraux qui comportent beaucoup d'éléments qui, normalement, figurent plutôt dans un accord de mise en place du CSE. Bon, après, c'est une remarque. Ouais. Alors, pour la B2ES, effectivement, ça pourra éventuellement faire l'objet d'un autre webinaire. Oui, non, c'est vrai que c'est un sujet important, mais après, en 45 minutes, malheureusement, on avait aussi beaucoup d'autres sujets qu'on aurait aimé traiter, mais qu'on n'a pas traité, effectivement. Oui. Alors, pour les élections à distance, est-ce à l'employeur d'envoyer d'office le bulletin de vote ou est-ce au salarié qui souhaite voter par correspondance? Oui, effectivement, c'est à l'employeur de mettre à disposition les éléments pour permettre le vote des salariés. Donc, voilà, je pense qu'on a répondu. Si on doit avoir 4 titulaires et 4 suppléants, et qu'un seul salarié se présente, y a-t-il carence? Non. À partir de combien de candidats, on peut considérer que les conditions ne sont pas remplies pour une élection? S'il n'y a qu'un seul salarié, il n'y a pas de carence, hein, il se présente. Oui. Et il y aura alors après, concrètement, s'il est élu, il n'y aura qu'un seul titulaire. Voilà. Il n'y a pas, à partir de combien de candidats on peut considérer que les conditions ne sont pas remplies pour une élection. Non, il n'y a pas de minimum, il faut qu'il y en ait un minimum. Et effectivement, s'il se retrouve seul au second tour et qu'il vote pour lui-même, comme il n'y a pas de quorum au second tour, il n'y a pas de quorum à atteindre, même si aucun des autres salariés ne vote pour lui, mais que lui vote pour lui, il sera élu. Si carence au premier tour, doit-on organiser un deuxième tour? Oui. Pour le calcul des effectifs, devons-nous nous baser sur les 12 derniers mois?
Eh bien, oui. Alors, pour le calcul des effectifs, c'est ce qu'on avait rappelé en début de webinaire. Si c'est pour le calcul des effectifs, pour savoir si... Parce qu'en fait, il y a différentes formes de calcul. Si vous parlez du calcul des effectifs pour la mise en place du CSE, c'est donc sur les 12 derniers mois consécutifs. Hein, c'est ce qui était rappelé en début de webinaire. Donc, il s'engage plus à 18 heures par mois, mais 4 fois plus d'heures de délégation. Voilà. Ça se complique, là. Là, ça va être difficile peut-être de répondre à ces questions plus... Après, pour des questions extrêmement précises, effectivement, rapprochez-vous de l'inspection du travail. Ah non, peut-être que c'est le lien avec s'il n'y a qu'un seul titulaire sur 4, il bénéficie des heures de délégation de... Ah non, non. Ah oui, est-ce qu'il est obligé de faire toutes les heures de délégation pour l'ensemble des titulaires? Non, non. Non, non, c'est juste qu'effectivement, c'est lourd. Alors, non, non, en termes d'heures de délégation, ça ne se passe pas comme ça. En revanche, clairement, si vous êtes censé avoir 4 titulaires et 4 suppléants et que vous n'avez qu'un titulaire, bon, bah, en termes de charge pour le titulaire, c'est sûr que c'est plus important. Mais il n'est pas censé faire le travail de 4 personnes s'il est seul élu. Le nombre d'heures de délégation, c'est normalement par titulaire. Donc, effectivement, on a le nombre global d'heures de délégation en fonction du nombre de titulaires prévisionnels, mais si vous êtes dans un cas de figure comme celui-là, non, il ne sera évidemment pas dans l'obligation de réaliser toutes les heures de délégation des 4 titulaires initialement prévus. Si carence au premier tour, doit-on organiser un deuxième tour? Oui. On le dit plus fort. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Au revoir.